C'est parti! Place à l'exploration. Numéro 7. La théorie du rebond. En 2001, les physiciens Paul Steinhardt de l'Université de Princeton et Neil Turok de l'Université de Cambridge publiaient une idée qui allait troubler les fondements de la cosmologie. Le Big Bang n'était peut-être pas un commencement, c'était peut-être un rebond. Notre univers aurait émergé de l'effondrement catastrophique d'un univers précédent, compressé jusqu'à un point d'une densité inimaginable avant de jaillir à nouveau vers l'expansion. Depuis les débuts de la cosmologie moderne, le Big Bang était considéré comme l'instant zéro absolu, le moment où l'espace, le temps et la matière ont surgi de rien. Les équations de la relativité générale d'Einstein pointaient vers une singularité initiale, un point où toutes les lois physiques connues s'effondrent et cessent de s'appliquer. Avant ce point, la science restait silencieuse, et ce silence était accepté comme une frontière infranchissable. Ce que Steinhardt et Turok proposaient était singulièrement perturbant. Dans le cadre de la cosmologie de rebond quantique, développée parallèlement par Abhay Ashtekar de l'Université de Pennsylvanie à partir des années 2000, la densité de l'univers ne devient jamais infinie. Elle atteint une densité maximale dite de Planck, environ 5,1 × 10 puissance 96 kg par mètre cube, avant de rebondir vers une nouvelle expansion. La singularité disparaît, le commencement absolu avec elle. Le télescope spatial Planck de l'ESA, opérationnel entre 2009 et 2013, a cartographié le fond diffus cosmologique avec une précision sans précédent. Ce rayonnement fossile, vestige de l'univers primitif, contient potentiellement des signatures spécifiques qui permettraient de distinguer un univers né d'un rebond d'un univers né d'une singularité. Ces signatures n'ont pas encore été trouvées. Elles n'ont pas non plus été réfutées. La théorie du rebond est élégante, mais elle déplace le mystère sans le résoudre. Si notre univers a rebondi depuis un univers précédent, cet univers précédent venait lui-même de quelque part. Le cycle pourrait être éternel, mais l'éternité n'est pas une réponse. C'est une autre question, formulée différemment. Numéro 6. Le vide qui bouillonne. En 1973, le physicien Edward Tryon publiait dans la revue scientifique Nature un article au titre aussi bref que provocateur. L'univers est-il une fluctuation du vide? Sa proposition était dérangeante dans sa simplicité. Notre cosmos tout entier, avec ses centaines de milliards de galaxies et ses milliards d'années d'histoire, aurait pu surgir spontanément d'un état de vide quantique, sans cause, sans déclencheur, sans créateur. Pour comprendre cette idée, il faut abandonner l'intuition que le vide signifie le rien. En mécanique quantique, le vide est tout sauf vide. Il est peuplé en permanence de particules dites virtuelles qui apparaissent et disparaissent en des temps infinitésimaux, conformément au principe d'incertitude formulé par Werner Heisenberg, selon lequel l'énergie et le temps ne peuvent être simultanément définis avec une précision absolue. Le vide quantique est un océan bouillonnant d'activités invisibles. Ce qui rend la proposition de Tryon extraordinairement troublante, c'est son implication mathématique. L'énergie totale de l'univers pourrait être égale à zéro si l'énergie positive contenue dans la matière et le rayonnement est exactement compensée par l'énergie négative de la gravitation. Un univers d'énergie nette nulle n'enfreindrait aucune loi de conservation en apparaissant spontanément. Il serait, en un sens stupéfiant, gratuit. Dans les années 1980, le physicien Alexander Vilenkin de l'université Tufts a développé cette intuition en proposant un mécanisme précis, la création de l'univers par effet tunnel quantique à partir d'un état de rien absolu. En 1983, Stephen Hawking de Cambridge et James Ardle de l'Université de Californie à Santa Barbara ont ajouté une dimension supplémentaire en montrant, dans leur modèle dit sans frontières, que le temps lui-même pourrait émerger de ce processus, rendant la question d'un état antérieur mathématiquement ambigu. Si le vide quantique a engendré notre univers, il était lui-même régi par des lois physiques précises. Et ces lois
Elle venait d'où le vide quantique offre un univers sans créateur, mais pas un univers sans mystère. Au fond de chaque réponse se cache une question encore plus profonde. Numéro 5. L'océan infini des univers. En 1980, le physicien Alan Guth du Massachusetts Institute of Technology proposait la théorie de l'inflation cosmique pour résoudre plusieurs anomalies troublantes dans le modèle standard du Big Bang. Publié dans Physical Review D en 1981, son modèle décrivait une phase d'expansion exponentiellement rapide dans les premiers instants de l'univers, capable d'expliquer pourquoi le cosmos observable paraît si uniforme dans toutes les directions. Mais cette solution contenait une conséquence que Guth lui-même n'avait pas entièrement anticipée. En 1983, le physicien Andrei Linde de l'université Stanford développait une variante appelée inflation chaotique et découvrait quelque chose d'énigmatique. Une fois l'inflation déclenchée dans une région de l'espace-temps, elle ne s'arrête pas partout simultanément. Certaines régions cessent d'enfler et donnent naissance à des univers comme le nôtre. D'autres continuent d'enfler indéfiniment, générant de nouveaux univers à l'infini, dans un processus que les cosmologistes ont baptisé inflation éternelle. Ce qui rend ce scénario profondément déconcertant, c'est son implication directe. Notre Big Bang ne serait qu'une bulle parmi une infinité de bulles, chacune constituant un univers séparé avec ses propres constantes physiques, ses propres lois, peut-être son propre sens de ce qui est possible. La théorie des cordes, dans sa formulation dite du paysage, recense environ 10 puissance 500 configurations différentes de constantes physiques possibles, soit un nombre si astronomique qu'il dépasse toute intuition humaine. Les missions WMAP de la NASA, actives entre 2001 et 2010, et Planck de l'ESA, entre 2009 et 2013, ont mesuré les fluctuations du fond diffus cosmologique avec une précision remarquable. Ces fluctuations sont compatibles avec les prédictions de l'inflation. Elles ne prouvent pas l'inflation éternelle. Elles ne la réfutent pas non plus. Et c'est précisément là que réside le problème le plus troublant de cette théorie. Si chaque bulle d'univers est causalement déconnectée des autres, aucune observation réalisée depuis notre propre univers ne pourra jamais confirmer ou infirmer l'existence des autres. L'inflation éternelle est peut-être vraie, et nous serions condamnés à ne jamais en avoir la preuve, ce qui place cette théorie à la frontière inconfortable entre la science et la métaphysique. Numéro 4. Avant le temps. En 1983, Stephen Hawking de l'Université de Cambridge et James Hartley de l'Université de Californie à Santa Barbara publiaient dans Physical Review D un article intitulé « La fonction d'onde de l'univers ». Ce qu'ils proposaient était philosophiquement vertigineux. Il n'y avait pas de frontière initiale au temps. Le temps lui-même n'existait pas avant le Big Bang. Demander ce qui existait avant, affirmait Hawking, serait aussi dépourvu de sens que de demander ce qui se trouve au sud du pôle sud. La physique classique décrit le Big Bang comme une singularité initiale, un point où les équations d'Einstein cessent de fonctionner et où toutes les grandeurs physiques deviennent infinies. Cet échec mathématique a toujours laissé une fenêtre ouverte sur une question: qu'y avait-il avant? Les cosmologistes cherchaient une théorie quantique de la gravité capable de décrire cet instant extrême et peut-être ce qui le précédait. Le modèle de Hartley et Hawking utilise une technique mathématique appelée rotation de Wick, qui consiste à traiter le temps comme une dimension imaginaire au sens algébrique du terme. Dans ce cadre, l'univers primitif prend la forme d'une sphère lisse, sans bord, sans pointe initiale. Il n'y a pas de singularité, pas d'instant zéro. Le temps tel que nous l'expérimentons émerge graduellement de cette géométrie, comme les lignes de latitude émergent d'un globe sans jamais marquer de frontières au pôle. Le modèle s'appuie sur l'intégrale de chemin développée par le physicien Richard Feynman, appliqué ici non pas à une particule mais à l'univers entier. En 2018, des travaux publiés notamment par Dieter Lust ont questionné la stabilité de certaines formulations du modèle, ouvrant un débat non encore résolu sur sa validité complète.
la proposition reste l'une des plus sérieusement étudiées en cosmologie quantique. Ce que le modèle de Hartle et Hawking fait à notre intuition est perturbant d'une manière particulière. Il ne répond pas à la question de ce qui existait avant le Big Bang. Il démontre que la question est mal formulée, que le mot « avant » perd son sens à cette frontière. Et une question sans signification est peut-être encore plus troublante qu'une question sans réponse. Numéro 3. La collision des mondes. En 2001, Paul Steinhardt de Princeton et Neil Turok, alors à l'Université de Cambridge, publiait sur le serveur d'archives scientifiques R-Croatie les premiers éléments de ce qui allait devenir le modèle ekpyrotique du grec ekpyrosis, signifiant conflagration. Leur proposition était radicalement étrange. Notre Big Bang n'était pas une naissance surgissant du néant. C'était la cicatrice d'une collision entre deux membranes cosmiques flottantes dans une dimension supplémentaire invisible. Pour saisir ce modèle, il faut accepter le cadre de la théorie M, la formulation la plus aboutie de la théorie des cordes développée par Edward Witten en 1995. Dans ce cadre, l'espace-temps possède 11 dimensions, dont 7 sont compactifiées à l'échelle de Planck, environ 1,6 fois 10 puissance moins 35 mètres, et donc totalement inaccessible à nos instruments. Notre univers observable serait une membrane tridimensionnelle, une brane flottant dans cet espace de dimension supérieure que les physiciens appellent le bulk. Ce qui rend ce scénario véritablement déconcertant, c'est ce qu'il place avant le Big Bang, une autre brane parallèle à la nôtre, dérivant lentement à travers le bulk pendant des milliards d'années. Lorsque les deux branes entrent finalement en collision, l'énergie de l'impact est convertie en matière et en rayonnement, produisant exactement ce que nous observons comme le Big Bang. L'univers ne commence pas, il se heurte. Le modèle ekpyrotique produit des prédictions différentes de l'inflation standard concernant les ondes gravitationnelles primordiales. Le détecteur spatial LISA, dont le lancement est prévu par l'ESA autour de 2035, pourrait en principe discriminer entre ces scénarios. À ce jour, le grand collisionneur de hadrons du CERN n'a détecté aucune trace de dimension supplémentaire, mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence à ces échelles infinitésimales. Si notre univers est né d'une collision, ces deux branes existaient avant le Big Bang dans une architecture spatiale que nous ne pouvons pas percevoir. Elles pourraient exister encore aujourd'hui à quelques dimensions de distance, séparées de nous par un espace qui n'est ni grand ni petit selon nos critères habituels, mais simplement inaccessible, éternellement hors de notre atteinte. Numéro 2. L'observateur et l'univers. En 1961, le physicien Eugene Wigner, qui allait recevoir le prix Nobel de physique en 1963, publiait un essai intitulé « Remarques sur la question corps-esprit ». Sa conclusion était dérangeante. La mécanique quantique, dans sa formulation la plus rigoureuse, ne pouvait être rendue cohérente sans accorder à la conscience un rôle fondamental dans la définition de la réalité physique. Si cette affirmation est correcte, elle soulève une question cosmologique d'une profondeur troublante. Que se passait-il avant qu'aucun observateur n'existe? En mécanique quantique, une particule isolée n'occupe pas une position définie avant d'être mesurée. Elle existe dans une superposition d'états, une somme de possibilités, et c'est l'acte de mesure qui semble forcer la réalité à choisir. John Archibald Wheeler de Princeton a développé cette idée dans les années 1970 et 1980 avec son principe anthropique participatif, affirmant qu'aucun phénomène n'est un phénomène tant qu'il n'a pas été observé. Il a également proposé l'expérience de pensée du choix retardé, confirmée expérimentalement en 2007 par Vincent Jacques et ses collègues dans la revue Science. Des décisions de mesure effectuées après qu'un photon a traversé un appareil semblent affecter rétroactivement le comportement passé de ce photon. En 1995, le philosophe David Chalmers formulait ce qu'il appelait le problème difficile de la conscience. Nous ne savons pas comment et pourquoi des processus physiques donnent naissance à l'expérience subjective.
Ce problème reste entièrement non résolu. Le physicien Max Tegmark du MIT a suggéré, dans un article publié dans Foundations of Physics en 2008, que la réalité mathématique pourrait être plus fondamentale que la réalité physique, déplaçant le problème de la conscience vers celui de l'existence des structures abstraites. Si l'observation joue un rôle dans la définition des états quantiques, et si l'univers primitif était vide de tout observateur, dans quel état était cet univers avant que quoi que ce soit n'existe pour le percevoir? Cette question n'est pas métaphorique. Elle est formulée en termes physiques précis par certains des physiciens les plus sérieux de notre époque et elle n'a pas de réponse acceptée. La question de ce qui existait avant le Big Bang est peut-être inséparable de la question de ce qu'est la conscience. Ce lien entre la cosmologie et l'expérience subjective est la chose la plus étrange que la physique ait jamais envisagée, et il nous conduit directement vers le mystère le plus profond de cette liste. Numéro 1. Le vrai néant. En 2009, le physicien Lawrence Krauss de l'Université d'État de l'Arizona prononçait une conférence qui allait être vue des millions de fois, intitulée « Un univers à partir de rien ». Son argument central, les fluctuations du vide quantique peuvent engendrer des univers spontanément, sans cause, sans créateur. Sa conclusion était que le rien produit quelque chose et que la question de l'origine absolue était donc résolue. En 2012, le philosophe David Albert répondait dans le New York Times avec une précision glaçante. Le vide quantique de Krauss n'est pas le rien. C'est quelque chose. C'est un espace régi par des lois physiques précises, peuplé de structures quantiques soumis à des équations. Ce que Krauss appelait le néant était en réalité un état physique extrêmement particulier. Le vrai rien, au sens philosophique absolu, implique l'absence de toute chose, pas d'espace, pas de temps, pas de loi physique, pas de logique, pas de possibilité. Aucune théorie physique ne peut décrire cet état, parce que toute théorie physique présuppose l'existence des lois qui la constituent. En 2003, les mathématiciens Arvind Borde, Alan Guth et Alexander Vilenkin démontraient dans Physical Review Letters que tout univers en expansion, y compris les multiverses inflationnaires, doit avoir eu un commencement. L'inflation éternelle, les brans, le vide quantique, tous présupposent un cadre préexistant. Aucun n'échappe au problème de l'origine absolue. Gottfried Wilhelm Leibniz formulait la question en 1714 dans ses Principes de la nature et de la grâce. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? 3 siècles plus tard, la physique la plus avancée de notre civilisation n'a pas avancé d'un seul pas vers une réponse. Pire encore, les physiciens contemporains comme Jim Holt, dans son ouvrage Why Does the World Exist, publié en 2012, et le philosophe Derek Parfit ont argué que le néant absolu est peut-être instable de manière logique, ce qui signifierait que l'existence serait en quelque sorte nécessaire sans qu'on puisse jamais expliquer pourquoi. La limite la plus profonde de notre connaissance se situe à environ 5,4 fois 10 puissance moins 44 secondes après le Big Bang, ce que les physiciens appellent le temps de Planck. Au-delà de cet instant, vers l'origine, toutes les équations de la physique connue s'effondrent. Ce mur n'est pas provisoire, il n'attend pas une meilleure technologie pour être franchi. Il est structurel. Il marque la frontière de ce que la physique peut décrire, peut-être de ce que l'esprit humain peut concevoir. La question de ce qui existait avant le Big Bang n'est pas une question que la science n'a pas encore résolue. C'est une question que la science ne peut structurellement jamais résoudre, parce que toute réponse scientifique présuppose déjà l'existence des lois qui ont rendu cette réponse possible. Nous sommes des êtres nés à l'intérieur de l'existence, tentant de comprendre pourquoi l'existence existe, et la seule réponse honnête que notre espèce ait jamais trouvée, après des siècles de physique, de philosophie et de cosmologie,